Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le monde semble suspendu entre ajustements subtils et secousses silencieuses. À Tokyo, la Banque du Japon relève ses taux pour la première fois depuis 30 ans, un petit pas pour le yen, mais un tremblement pour les marchés mondiaux. À Londres et à Francfort, la politique monétaire européenne joue des nuances, la Banque d'Angleterre ajuste encore, la BCE sanctuarise la stabilité et chacun se demande jusqu'où ira la prudence avant que l'économie ne parle. De l'autre côté, de l'Atlantique, l'inflation américaine ralentit, mais le signal est brouillé par des chiffres incomplets et des prix qui continuent de grimper dans l'énergie et l'alimentation. À Bruxelles, l'Union européenne parvient enfin à trouver 90 milliards pour l'Ukraine, mais le compromis laisse intact le suspense sur les avoirs russes gelés et révèle une Europe toujours prudente lorsqu'il s'agit de frapper fort. Et pendant ce temps, à Washington, TikTok change de façade, mais pas de nature. La coentreprise américaine masque à peine l'influence persistante de Pékin, rappelant que le soft power peut être aussi discret que redoutable. 1995, Jacques Chirac entre à l'Élysée. La haine de Mathieu Kassovitz marque le cinéma français. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion tourne en boucle sur les radios. C'était aussi la dernière fois que le taux directeur japonais atteignait 0,75%. Et 30 ans plus tard, eh bien, la Banque centrale nippone y revient. Ce matin, la BOJ a en effet relevé son taux directeur de 0,5 à 0,75%, un plus haut depuis 3 décennies. Un pas mesuré mais hautement symbolique, celui d'une économie qui s'extrait peu à peu de la politique monétaire la plus longue et la plus massive jamais menée par un pays développé. Cette décision s'inscrit dans un contexte inédit. Longtemps miné par la déflation, le Japon fait désormais face à une inflation persistante. En novembre, les prix à la consommation ont encore progressé de 3% sur un an, hors produits frais, soit 44 mois consécutifs au-dessus de la cible de 2%. Autrement dit, le problème japonais n'est plus l'absence d'inflation, mais sa résistance. Le gouverneur de la Banque centrale nippone, Kazuo Ueda, évoque une reprise, je le cite, modérée, fragilisée par la faiblesse de la consommation et l'érosion des salaires réels. La Banque du Japon avance donc avec prudence. La normalisation entamée en mars 2024 se poursuit donc, mais à un rythme délibérément graduel pour ne pas étouffer une reprise encore délicate. Mais au-delà du Japon, cette décision retient l'attention mondiale puisque pendant des années, les taux quasi nuls japonais ont alimenté le fameux carry trade, emprunté en yens à coût dérisoire pour investir dans des actifs plus rémunérateurs comme les actions, les obligations américaines ou même encore les crypto-monnaies. Une remontée des taux tend donc à renforcer le yen, à réduire l'attrait de ce mécanisme et, dans les phases de tension, à déclencher des ventes forcées d'actifs étrangers. Ces secousses ne sont donc pas théoriques, elles ont déjà accompagné la crise de 2008 ou plus récemment l'été 2024. À plus long terme, l'enjeu devient stratégique. Des années de taux zéro ont poussé les investisseurs institutionnels japonais à placer massivement à l'étranger. Et si les rendements domestiques redeviennent attractifs, eh bien une partie de ces capitaux pourrait être rapatriée, ce qui signifie affaiblissement du dollar, faisant grimper les rendements obligataires et renchérissant les coûts d'emprunt pour les États-Unis, les entreprises et les ménages, notamment américains. Mais pour l'heure, le mouvement reste limité. Sur un an, les investisseurs japonais ont encore acheté 102 milliards de dollars d'actifs étrangers, mais si les taux japonais grimpaient vers 1 voire 2% dans les prochaines années, l'effet serait progressif mais bien réel. En conclusion, eh bien, la Banque du Japon normalise sans brutalité, mais dans un système financier mondialisé, la fin de l'exception japonaise pourrait bien amorcer un choc global, discret, mais profond. La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne semblent tourner ensemble la page d'un cycle monétaire exceptionnel, mais à des rythmes distincts. Hier, jeudi 18 décembre 2025, l'institution monétaire britannique a abaissé son taux directeur de 4 à 3,75%, prolongeant ainsi un mouvement d'assouplissement entamé début 2024 après une courte pause en novembre. Une décision arrachée de justesse à 5 voix contre 4 qui met en lumière les dissensions internes au sein du comité. La Banque d'Angleterre reste en effet confrontée à une inflation encore légèrement au-dessus de 3%, alors même que l'économie donne des signes de fatigue. Le marché du travail, longtemps surchauffé, se détend et les indicateurs d'activité confirment un ralentissement marqué. Pour Andrew Bailey, le gouverneur anglais, les taux se rapprochent de leur point bas, signe
d'un cycle d'assouplissement presque arrivé à son terme. Quant à Francfort, eh bien, la BCE, elle, a choisi la prudence. En maintenant son taux de dépôt à 2%, elle confirme que la pause engagée en juin s'inscrit dans la durée. Christine Lagarde, sa présidente, estime que la politique monétaire est désormais, je la cite, bien positionnée, c'est-à-dire ni restrictive ni accommodante. Ce ton de stabilité repose sur des fondamentaux mieux orientés. Une inflation attendue à 1,9% en 2026, puis 1,8% en 2027 et une croissance de la zone euro de 1,4% cette année, soutenue par l'investissement, les technologies émergentes et les politiques publiques allemandes. Pour la BCE, l'objectif n'est plus de baisser davantage les taux, mais de maintenir l'équilibre jusqu'à ce que la dynamique de désinflation s'ancre durablement. En pratique, le cycle de réduction des taux touche à sa fin, sauf, évidemment, choc majeur. Le décalage entre Londres et Francfort traduit deux lectures d'une même séquence. La première ajuste encore à la marge pour soutenir la conjoncture. La seconde sanctuarise la stabilité. Pour les marchés, le signal est net. L'ère des taux d'urgence s'achève et l'Europe entre dans le temps long d'une normalisation monétaire mesurée. Mais au-delà du contraste entre Francfort et Londres, les autres décisions monétaires annoncées hier en Europe confirment une tendance de fond, la fin progressive du cycle d'assouplissement engagé depuis 2024 et l'entrée dans une phase de prudence. Si la BCE a maintenu son taux de dépôt à 2%, la Norges Bank et la Risk Bank, celle de Norvège et celle de Suède, ont fait de même en optant pour la stabilité. Seule la Banque d'Angleterre a donc choisi d'assouplir encore légèrement sa politique, puisqu'on l'a vu, elle a baissé son taux directeur de 25 points de base, qui est désormais se situe à 3,75%. Mais derrière ces annonces attendues, un premier signal émerge. La baisse britannique n'a rien d'unanimement consensuel. Le vote s'est effectivement joué à une voix près, une division qui souligne les incertitudes du moment. Plusieurs membres, dont Meghan Greenie, redoutent encore une résurgence de l'inflation des services, tandis que les prix de l'énergie et de l'alimentation demeurent élevés. Pour Barclays, cette réduction déjà sévère rendra les prochaines décisions plus complexes. Deuxième enseignement, les nouvelles projections de la BCE renforcent le statu quo. L'inflation devrait converger vers 2%, voire moins d'ici 2028, et la croissance de la zone euro se montre plus robuste qu'anticipé. Christine Lagarde considère les taux bien positionnés, une formulation perçue comme la confirmation d'une politique désormais neutre. Mais certains signaux intriguent. En relevant ces prévisions de croissance, la BCE a ravivé les spéculations sur une éventuelle hausse de taux à moyen terme. Isabelle Schnabel, membre et économiste de l'institution basée à Francfort, a même évoqué cette possibilité publiquement dans le courant de la semaine. Un changement de ton notable après 2 ans de politique accommodante. Enfin, plus au nord, la Risk Bank anticipe désormais 2,9% de croissance en 2026 et ne prévoit aucun ajustement à court terme. Dans un paysage où l'inflation s'apaise sans s'éteindre complètement, les banques centrales européennes privilégient désormais la vigilance à l'unisson. Le cycle de la baisse est bien terminé, mais celui de la normalisation s'impose. L'inflation américaine a ralenti plus qu'attendu en novembre, mais l'interprétation du signal reste délicate. En cause, la paralysie prolongée des services gouvernementaux américains qui a fortement perturbé la collecte des données. Selon le dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation publié hier, eh bien, le CPI a progressé de 2,7% sur un an contre 3% en septembre et en deçà des 3,1% anticipés par le consensus des économistes. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente donc s'établit à 2,6%, un repli statistiquement positif, mais remis en question par la faiblesse de l'échantillonnage. Durant la fermeture partielle de l'administration, les agents du ministère du Travail n'ont pu relever qu'une fraction des prix. Le rapport ne contient donc aucun chiffre pour octobre et présente des séries incomplètes pour novembre. Plusieurs économistes évoquent donc des biais de substitution susceptibles d'avoir artificiellement minoré l'inflation réelle, notamment dans les services. Pour UBS, le document contient beaucoup de bruit et peu de signal. Résultat, eh bien, les marchés n'ont guère réagi. Les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine sont restées stables et Wall Street a clôturé sans élan. Dans le détail maintenant, les prix de l'énergie ont bondi de 4,2% sur un an, portés par un rebond de 11% des carburants et de 7% de l'électricité. Les prix alimentaires ont progressé, eux, de 2,6%, mais la plupart des hausses concernent les produits importés déjà touchés par les nouveaux droits de douane de l'administration Trump.
Sur le plan politique, cette fois, le pouvoir d'achat demeure au centre des débats alors que les effets protectionnistes commencent à se diffuser dans les prix de détail pour la Fed. Cette accalmie ne constitue donc pas une victoire. Le risque d'une inflation auto-entretenue, amplifiée par la hausse des coûts commerciaux, reste donc bien présent. Ça y est, l'Union européenne a donc enfin trouvé 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Un soulagement général, applaudissements polis, mais surtout contorsion spectaculaire. Après 16 heures de sommet à Bruxelles, l'Union européenne a garanti le financement de Kiev en renonçant à la solution qu'elle défendait officiellement depuis des mois. Exit, en effet, la grande promesse politique, c'est-à-dire utiliser les 210 milliards d'avoirs russes gelés pour faire payer Moscou. Une idée portée par Ursula von der Leyen et soutenue par plusieurs États de l'Est, mais jugée trop risquée juridiquement, trop explosive politiquement et surtout trop coûteuse pour la Belgique, où, je vous le rappelle, se trouve la majorité de ses avoirs dans les coffres forts d'Euroclear. Bruxelles craint en effet qu'une confiscation pure et simple n'ouvre une série de recours interminables ou de représailles ciblées. Résultat, face à la prudence belge et à la réserve allemande, la Commission européenne a dû remballer son pari audacieux. Berlin, de son côté, préfère la stabilité juridique à l'affrontement symbolique. Son chancelier Scholz a plaidé pour une solution, je le cite, crédible et solide, autrement dit, l'endettement commun, c'est-à-dire le plan B, une dette européenne de 90 milliards d'euros, mutualisée évidemment sur le modèle du plan de relance post-Covid, mutualisé, oui, exproprié, non, le courage stratégique a toujours ses limites en Europe. Officiellement, tout le monde crie victoire, mais en réalité, l'unité européenne sort plus que cabossée. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque refusent de contribuer à ce nouveau mécanisme. La Pologne, épuisée par 2 ans de guerre à sa frontière, réclame une répartition plus équitable de l'effort. Donc l'Europe avance, mais à géométrie variable et toujours à crédit. Le Premier ministre belge, Bart de Wever, a lui joué la montre jusqu'au bout pour protéger la Belgique d'un hypothétique retour de bâton russe, quitte à bloquer toute initiative plus offensive, un jeu d'équilibriste entre solidarité européenne et prudence nationale, bref, moralité, mieux vaut une dette partagée qu'un contentieux avec le Kremlin. Pour Kiev, l'accord tombe à point nommé. Sans ces fonds, le gouvernement ukrainien risquait en effet une crise de liquidité au printemps 2026, incapable de payer salaires publics et retraites. Le financement européen n'inversera donc pas le cours de la guerre, mais il garantit la survie financière de l'État ukrainien. Sur le plan symbolique, pourtant, le signal est ambigu. En s'abstenant de toucher aux avoirs russes, l'Union européenne envoie un message de solidarité prudente. L'aide, oui. La confrontation économique totale, pas encore. Tandis que Poutine, eh bien, lui, se félicite, je le cite, de l'épuisement européen et que Trump entretient le doute sur le soutien américain. Bruxelles choisit le compromis et la dette commune. Une Europe solidaire, certes, mais toujours prudente lorsqu'il s'agit de frapper fort. La bataille budgétaire est gagnée, la bataille politique, elle, reste reportée. TikTok ne sera finalement pas banni des États-Unis, il sera tout simplement relooké. ByteDance, la maison mère chinoise, a signé hier, enfin cette nuit, des accords contraignants pour créer une coentreprise censée placer TikTok US sous contrôle américain, en théorie. Mais en pratique, Pékin recule d'un demi-pas. Washington se félicite et tout le monde proclame la fin du péril jaune algorithmique. Car TikTok n'est pas qu'une application de vidéo de chat, c'est un outil de soft power chinois d'une efficacité redoutable. Un flux infini, capable de façonner goût, récits, normes culturelles et parfois politiques chez 170 millions d'Américains. C'est plus que le nombre d'électeurs outre-Atlantique. Donc pas besoin de char quand on a des tendances virales. Xi Jinping n'apparaît jamais à l'écran, mais l'algorithme, lui, parle toutes les langues. Officiellement, la nouvelle entité, valorisée 14 milliards de dollars, sera indépendante, c'est-à-dire données sécurisées, algorithmes sous surveillance, oracle en vigilance numérique, mais les investisseurs américains et internationaux détiennent 80,1%. ByteDance se contentant de 19,1%, juste 19,9%, juste assez pour dire qu'elle n'a plus les clés tout en gardant le contrôle. Problème, personne ne sait vraiment qui contrôle le cœur du réacteur. L'algorithme a-t-il été cédé, loué ou simplement promis de bien se tenir? La Maison-Blanche esquive, TikTok rassure, Pékin observe. Donald Trump, lui, assume. TikTok
l'a aidé à gagner 15 millions d'abonnés plus tard. Même la Maison-Blanche y a son compte officiel. Elisabeth Warren dénonce, je la cite, une prise de contrôle par les milliardaires. Elle oublie presque l'essentiel, le soft power chinois, lui, n'a jamais quitté la salle. Conclusion, TikTok change de façade, pas de nature, une guerre d'influence où l'Amérique rachète le décor pendant que la Chine continue d'écrire le scénario. Attardons-nous un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui et on continue avec les données, le retour des données étatiques outre-Atlantique puisque c'est désormais le fameux indice PCE qui va être scruté de très près par la communauté financière. Il sera publié dans le milieu de l'après-midi, très exactement à 14h30. Dans cette attente, eh bien, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont digérer la salve de décision de politique monétaire qui est communiquée depuis 15 jours et en accélération depuis le début de la semaine. Et c'est tout ce que va nous expliquer Antoine Quesada dans son chronoca, qui va nous expliquer dans quelle mesure les investisseurs français peuvent digérer, intégrer, modéliser tout cela. Voilà, sinon, eh bien, on va suivre évidemment la géopolitique, hein, l'évolution de l'accord de paix en Ukraine. Hein. Il semblerait, selon plusieurs médias européens, désormais internationaux, qu'on n'est pas loin de trouver, enfin que le Kremlin et Kiev et Washington au-dessus ne sont pas loin de trouver un accord tripartite. Voilà, donc à suivre de très près la géopolitique, évidemment, hein, vous l'avez su, vous l'avez bien compris, la Banque nationale nippone, la BOJ, a donc relevé son taux directeur de 0,5 à 0,75%, une première depuis 30 ans. On devrait s'attendre à ce que les marchés réagissent. On va suivre de très près notamment l'évolution des obligations souveraines américaines. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, porté par l'attentisme mesuré de la BCE et de la Banque d'Angleterre, les bourses européennes ont clôturé en nette hausse. Les investisseurs ont salué la prudence des banques centrales, confortées par des perspectives économiques légèrement relevées. Le secteur bancaire a gagné hier 1,15%, tandis que les services financiers ont progressé de près de 2%, profitant de la stabilité des coûts d'emprunt. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a pris 0,8% à 8150 points. Le DAX a pris 0,99%, le FTSE s'est apprécié de 0,69%, l'Eurostoxx 50 a avancé de 1,08% et le Stoxx 600 de 0,93%, illustrant un regain de confiance généralisé sur les marchés européens. Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, saluant le ralentissement inattendu de l'inflation en novembre et les bons résultats trimestriels de Micron, fabricant de semi-conducteurs. Le Dow Jones a progressé de 0,14%, le S&P 500 de 0,79% et le Nasdaq s'est apprécié de 1,38%. Enfin, hier, les cours du pétrole ont légèrement progressé, soutenus par la montée des tensions entre les États-Unis et le Venezuela et la persistance des risques liés à la guerre en Ukraine. Le durcissement du blocus américain sur les pétroliers vénézuéliens fait craindre un léger resserrement de l'offre, bien que la production du pays reste limitée à environ un peu moins de 1 million de barils par jour, 900 000 exactement. Dans ce contexte, le Brent pour livraison février a gagné 0,24% à 59,82 $. Son équivalent américain, le WTI pour janvier, a pris lui 0,38% à 56,15 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 décembre 2025 et juste après, comme convenu, nous retrouverons le chronocac d'Antoine Quesada tout de suite sur Téléfinance.